5 juillet 1943, 14h32, au sud de Prokhorovka, dans l'arc de Koursk. La température étouffante, 31 degrés Celsius, un commandant de char soviétique T-34, un certain lieutenant Dimitri Lavrenko, fixe son viseur. Il observe quelque chose que son esprit refuse d'accepter. À 800 mètres se dresse un char Tigre-Prüm allemand. Lavrenko a déjà détruit 17 chars allemands. Il connaît les Panzer III, les Panzer IV, même les canons d'assaut Stug 3. Mais ça, c'est différent. Il ordonne à son chauffeur de se rapprocher, 600 mètres. Son canon de 76,2 mm vise le blindage latéral du Tigre. Feu! L'impact résonne dans la steppe. Lavrenko s'attend à l'explosion familière, l'éclatement des plaques d'acier, la fumée noire. Rien! L'obus rebondit comme une balle de tennis sur un mur de béton. La tourelle allemande pivote lentement, presque nonchalamment, dans sa direction. Un éclair, une détonation. Le T-34 de Lavrenko n'existe plus. Seulement du métal brûlant et de la fumée. Son chauffeur et son chargeur n'ont pas eu le temps de crier. Mais Lavrenko, lui, est éjecté de la carcasse en flammes. Il survit. Et 3 mois plus tard, il est assis dans un laboratoire secret à Nijni Tagil, fixant des échantillons de métal qui changeront sa vie à jamais. Ce que Lavrenko a vécu ce jour-là près de Koursk n'était pas seulement une défaite militaire. C'était une humiliation technologique. Le blindage allemand du Tigre-Prüm n'était pas simplement plus épais. Il était autre, fondamentalement autre. Et les métallurgistes soviétiques allaient passer les 2 prochaines années obsédés par l'idée de percer ce secret, un secret qui allait définir toute la construction des chars soviétiques pendant les 40 années suivantes. Laissez-moi vous raconter cette histoire, enfouie dans les archives soviétiques. L'histoire de la façon dont l'ingénierie allemande était tellement supérieure que même Staline en personne ordonna « copiez-le » exactement, sans déviation. Car ce n'était pas seulement un char, c'était une leçon de métallurgie que l'Union soviétique n'oublierait jamais. Si cette histoire vous fascine, ces archives, ces détails techniques issus de documents déclassifiés, alors sachez que YouTube a le bouton Super Thanks. Chaque contribution maintient cette chaîne en vie. Chaque contribution dit la vérité historique, la précision technique, c'est important. Et c'est important, car ces histoires disparaissent si personne ne les raconte. Pour comprendre pourquoi les ingénieurs soviétiques étaient obsédés par le Tigre, vous devez comprendre où en était le blindage soviétique en 1943. Les chars soviétiques T-34 utilisaient des plaques de blindage homogènes laminées. C'était révolutionnaire en 1941. Blindage de 45 mm à l'avant, soudé. Incliné à 60 degrés, les obus allemands des Panzer III rebondissaient. Le haut commandement allemand paniquait. Le T-34 était rapide, bien blindé, avait un puissant canon de 76,2 mm. En 1941, il semblait que les Soviétiques avaient perfectionné la formule des chars. Mais en 1943, tout a changé. Les ingénieurs allemands chez Henschel et Krupp avaient passé 2 ans, non pas à produire un blindage plus épais, mais à produire un blindage meilleur. Le blindage du Tigre-Prüm n'était pas simplement de l'acier plus épais, c'était de l'acier spécialement allié. Alliage chrome-nickel-molybdène, durci par un processus complexe de traitement thermique que personne en dehors de l'Allemagne ne comprenait entièrement. Le résultat, un blindage qui n'était pas seulement épais de 100 mm à l'avant, mais qui avait aussi une dureté de 265-309 Brinell. À titre de comparaison, le blindage soviétique du T-34 avait une dureté de 228-240 Brinell. Cela semble être une petite différence. N'est-ce pas? Ce n'était pas petit. C'était la différence entre la vie et la mort. C'était la différence entre un obus qui pénètre et un obus qui rebondit, et les équipages de chars soviétiques l'ont appris de la manière la plus dure. Prokhorovka.
12 juillet 1943. La plus grande bataille de chars de l'histoire. 850 chars soviétiques contre 300 chars allemands. Sur le papier, un avantage soviétique de près de 3 contre 1. Le colonel général Rotmistrov commandait la 5e armée de chars de la garde soviétique. Il avait l'ordre: détruisez les pointes de lance allemandes. Gagnez à tout prix. Rotmistrov s'attendait à des combats rapprochés chaotiques, où les chars soviétiques T-34 pourraient utiliser leur vitesse pour frapper le blindage latéral plus faible. Mais les commandants de chars allemands avaient d'autres plans. Les chars Tigre Brun se positionnèrent sur les crêtes des collines, à 1200 à 1500 mètres, trop loin pour un tir soviétique efficace, mais parfait pour les canons allemands de 8,2 mm, KW-36. Ce qui suivit ne fut pas un affrontement, ce fut un carnage. Les chars soviétiques foncèrent. Les tigres allemands ouvrirent le feu. Un obus soviétique avait besoin de 8 à 12 secondes de temps de vol sur 1200 mètres. Un obus allemand avait besoin de 2,3 secondes, pendant le temps qu'il fallait à un T-34 soviétique pour tirer et espérer toucher. Un tigre avait déjà tiré 3 coups, et chaque coup était mortel. Les rapports soviétiques d'après-guerre, déclassifiés en 1993, donnent des chiffres terrifiants. Sur 850 chars soviétiques qui atteignirent Prokhorovka, 334 furent détruits ou gravement endommagés le premier jour. Pertes allemandes, 5 chars Tigre détruits, 18 endommagés. Un taux de perte de près de 15 contre 1. Ce n'était pas une bataille, c'était une démonstration de supériorité technologique. Mais voici ce qui effraya vraiment les généraux soviétiques. Même lorsque les chars soviétiques touchaient des tigres allemands, ils ne pénétraient souvent pas. Un rapport déclassifié de l'inspection des chars soviétiques d'août 1943 est d'une honnêteté brutale. Nos obus de 76,2 mm BR-350B ne peuvent pénétrer le blindage frontal du Tigre Brun qu'à des distances inférieures à 500 mètres. L'ennemi peut nous détruire à 2000 mètres. Nous devons nous approcher 4 à 5 fois plus près pour avoir une chance. Et dans ce processus, nous serons détruits avant d'atteindre une portée efficace. Le général Nikolai Fedorenko, le chef de la direction des chars soviétiques, écrivit dans son journal personnel le 17 juillet 1943. « Nous avons plus de chars, nous avons des équipages plus courageux, mais ils ont un meilleur acier, et un meilleur acier gagne. Nous devons comprendre cet acier, nous devons le reproduire, ou nous paierons cette guerre avec du sang au lieu de la technologie. » La réaction de Staline fut immédiate. 23 juillet 1943. Ordre secret Nero 483. Les chars Tigre capturés sont une priorité nationale. Tout Tigre trouvé intact ou partiellement intact doit être immédiatement transporté à Nijni Tagil. L'Institut de recherche sur les chars Nerero 100 reçoit des ressources illimitées. Objectif: comprendre la technologie du blindage allemand, reproduire-la, la dépasser. Et le 4 août 1943, l'inattendu se produisit. La 3e armée de chars de la garde soviétique captura un char Tigre Brun près de Belgorod, châssis endommagé. Mais tourelles et blindage intacts. Le char fut chargé sur un transporteur lourd et commença un voyage de 2400 km jusqu'à Nijni Tagil, sous escorte armée. Avec une priorité supérieure au transport de munitions, ce seul char valait plus pour Staline que 100 chars T-34, car ce char recelait des secrets qui pouvaient décider des guerres. Nijni Tagil, l'Institut de recherche sur les chars Nero 100. Cet institut était le cœur technologique de l'Union soviétique. C'est là que les chars T-34 furent développés. Ici travaillaient 3200 ingénieurs, métallurgistes, balisticiens, et le 9 août 1943, un char Tigre Brun se tenait devant eux.
l'ingénieur en chef, Alexandre Morozov, concepteur en chef du T-34, voyait le Tigre pour la première fois. Plus tard, il écrira « J'avais du respect pour les ingénieurs allemands, mais ce n'est qu'en voyant le Tigre que j'ai compris. Ils ne sont pas simplement en avance sur nous. Ils jouent un jeu différent. » Le Tigre fut entièrement démonté, chaque vis cataloguée, chaque soudure photographiée. Mais ce que les métallurgistes soviétiques voulaient vraiment, c'était le blindage. Des échantillons furent prélevés, coupés avec des outils diamantés, analysés au microscope, et ce qu'ils virent changea tout. Le blindage des chars Tigre allemands n'était pas de l'acier homogène. C'était un alliage multicouche. Couche extérieure, acier au chrome-nickel trempé. Couche intérieure, acier au molybdène plus résistant. Cela signifiait que, si un obus perçait la couche extérieure, la couche intérieure absorberait les ondes de choc, empêchant l'écaillage. Le blindage soviétique était homogène. Si un obus pénétrait profondément, des éclats d'acier se détachaient de l'intérieur. Même sans perforation, ces éclats tuaient les équipages. Mais ce n'était pas tout. Les Allemands utilisaient un procédé de traitement thermique appelé revenu. Les plaques de blindage étaient chauffées à 850 degrés Celsius, puis trempées dans l'huile, puis réchauffées à 600 degrés. Ce procédé créait une microstructure de martensite et de bénite, des termes techniques, mais le résultat était clair, un acier à la fois dur et résistant. L'acier soviétique était soit dur mais cassant, soit résistant mais mou, jamais les deux. Le métallurgiste en chef, le docteur Victor Kouzmine, écrivit dans son rapport de laboratoire du 3 septembre 1943 « Le blindage allemand est 15 à 20% plus efficace par millimètre d'épaisseur que le nôtre. Un Tigre avec un blindage de 100 mm équivaut à un blindage soviétique de 120 mm. Nous ne pouvons pas compenser cela avec un blindage plus épais, car cela augmente le poids de façon exponentielle. Nous devons copier leur alliage. Nous devons copier leur procédé de traitement thermique, où nous serons toujours désavantagés. » Staline lut ce rapport personnellement, et le 8 septembre 1943, un autre ordre fut donné. L'acierie de Magnitogorsk reçoit des ressources prioritaires. Reproduisez l'alliage allemand. Les coûts sont sans importance. Le temps est critique. La prochaine génération de chars soviétiques doit avoir cette technologie. Mais voici le problème. La métallurgie n'est pas quelque chose que l'on copie simplement. Les soviétiques savaient que le blindage allemand contenait du chrome, du nickel, du molybdène. Mais dans quelle proportion? Et quelle température pour le traitement thermique? Et pendant combien de temps? Les Allemands avaient expérimenté pendant des années. Les Soviétiques avaient des mois, peut-être des semaines. Les ingénieurs de Magnitogorsk commencèrent des tests systématiques. Les premières tentatives échouèrent. Le blindage était trop cassant, se brisait sous les tirs. Deuxième tentative, trop mou, les obus pénétraient. Troisième, quatrième, cinquième tentative, des milliers de tonnes d'acier gaspillées. Mais lentement, grâce à la pure ténacité soviétique et au travail acharné, ils se rapprochèrent de la qualité allemande. Le 18 janvier 1944, ils produisirent une plaque de blindage qui atteignait les spécifications allemandes, ne les surpassait pas, atteignait 88,3% d'équivalence de qualité. Assez bien, Staline approuva la production de masse. Cet alliage serait intégré au char T-44, puis au T-54, puis à chaque char soviétique jusqu'à la fin de la guerre froide. Mais l'ironie, alors que les soviétiques copiaient la technologie allemande, les Allemands continuaient déjà à évoluer. Les chars Tigre II apparurent en 1944 avec un blindage encore meilleur, le Königstiger, et les métallurgistes allemands expérimentaient des blindages composites soudés.
Mais l'Allemagne ne perdit pas la guerre à cause d'une mauvaise technologie. Ils perdirent à cause du manque de ressources, du manque de pétrole, du manque de capacité de production. Technologiquement, ils restèrent supérieurs jusqu'à la fin. L'Allemagne d'après-guerre, 1945, opération Paperclip pour les Américains, opération Ozoaviakim pour les Soviétiques, la chasse aux ingénieurs allemands. Les unités soviétiques du NKVD avaient des ordres spécifiques. Trouver les métallurgistes de Krupp, trouver les ingénieurs de Henschel, amenez-les à l'Est, volontairement ou involontairement. Plus de 2000 ingénieurs allemands furent emmenés en Union soviétique. Beaucoup travaillèrent dans des villes fermées comme Sverdlovsk 45. Et on ne leur demanda pas de concevoir de nouveaux chars. On leur demanda de reproduire leur propre travail. Les ingénieurs soviétiques s'assirent avec des cahiers. Les ingénieurs allemands expliquèrent étape par étape. Voilà comment nous fabriquons l'alliage de blindage. Voilà comment nous trempons l'acier. Voilà comment nous soudons sans point faible. L'un de ces ingénieurs était le docteur Friedrich Müller, ancien métallurgiste chez Krupp. Dans une interview en 1989, après la fin de la guerre froide, il déclara « Je détestais travailler pour les soviétiques. J'étais un prisonnier, mais j'avais aussi une fierté professionnelle. S'ils copient mon travail, alors ils devraient bien le faire, alors je leur ai tout appris, et ils ont appris vite. Très vite. Les ingénieurs soviétiques n'étaient pas stupides. Ils n'avaient simplement pas les années de recherche que nous avions. Mais avec notre aide, ils ont comblé cette lacune en quelques mois. Et le résultat, le char T-54, mis en service en 1946. Ce char utilisait un alliage de blindage directement dérivé du Tigre. Acier au chrome-nickel-molybdène, traitement thermique de revenu. Même les techniques de soudure étaient dérivées des méthodes allemandes. Le T-54 devint le char le plus produit de l'histoire. Plus de 100 000 unités. Il domina la guerre froide et sous son blindage battait un cœur allemand. Pas idéologiquement, métallurgiquement, T-55, T-62, T-72. Chaque char soviétique d'après-guerre portait de l'ADN allemand dans son blindage. Les ingénieurs soviétiques améliorèrent la conception. Ils optimisèrent la production. Mais la métallurgie fondamentale, c'était Tigre, c'était Krupp, c'était l'ingénierie allemande de 1942 qui se propagea à travers les chars soviétiques jusqu'à la fin de l'Union soviétique en 1991. Et voici quelque chose que les historiens occidentaux ignorent souvent. Non seulement les soviétiques copièrent le blindage allemand, les Américains le firent aussi, les Britanniques le firent aussi. Après la guerre, tous les alliés analysèrent les chars Tigre et Panthère capturés. Tous apprirent, tous s'adaptèrent. La technologie allemande de blindage devint la norme pour la conception des chars modernes dans le monde entier. Le char moderne, M1 Abrams, utilise un blindage composite multicouche. Concept, développement allemand de 1944. Le char britannique Challenger, le blindage Shobham, est une évolution de la théorie allemande du blindage multicouche. Même le Merkava israélien utilise des principes allemands, blindage incliné combiné à des matériaux composites. Le lieutenant Dimitri Lavrenko, l'homme qui a survécu à cette histoire, a travaillé après la guerre comme instructeur dans une école de chars à Kazan. Il a enseigné aux commandants de chars soviétiques une leçon qu'il avait apprise à Prokhorovka. Respectez votre ennemi. Apprenez de lui. Et si son acier est meilleur que le vôtre, alors découvrez pourquoi et améliorez votre acier. En 1968, Lavrenko a été invité à visiter l'Institut de recherche sur les chars à Nijni Tagil. Là, ils lui ont montré un char T-62, le tout dernier modèle soviétique, et l'ingénieur en chef lui a dit « Vous voyez ce blindage ? Il existe parce que vous avez survécu en 1943.
parce que vous nous avez raconté ce que vous avez vu, parce que votre rapport est parvenu à Staline. Ce char porte l'héritage de ce jour à Prokhorovka. Lavrenko a touché le blindage. Il a tapoté dessus et a dit « On dirait du tigre ». L'ingénieur en chef a souri « C'est le but, c'est du tigre, mais avec l'emblème soviétique. Voilà l'histoire qu'on ne raconte pas, l'histoire du respect technologique. Les chars tigres allemands terrorisaient les équipages de chars soviétiques, mais l'ingénierie allemande a instruit les métallurgistes soviétiques. Et cette leçon a survécu à la guerre, a survécu à la guerre froide. Elle vit aujourd'hui dans chaque char moderne qui utilise un blindage en alliage stratifié. La technologie ne connaît pas de frontières, les bonnes idées se répandent, parfois par le commerce, parfois par l'espionnage, et parfois par le moyen d'enseignement le plus dur de tous, la guerre. Les tigres allemands ont donné une leçon aux soviétiques, et les soviétiques, à leur crédit, ont été de bons élèves. Mais allons plus loin. Comprenons pourquoi la technologie de blindage allemande était si supérieure. Cela n'a pas commencé en 1942, cela a commencé en 1918. Après la Première Guerre mondiale, en vertu du traité de Versailles, l'Allemagne n'était pas autorisée à développer des armes lourdes. Pas de chars, pas d'artillerie lourde. Alors, les ingénieurs allemands ont développé la métallurgie. Ils ont amélioré la production d'acier. Ils ont expérimenté avec des alliages, légalement, parce que cela ne semblait pas militaire. Mais chaque progrès en métallurgie est utilisable militairement. Les aciéries Krupp à Essen sont devenues le centre mondial de la recherche sur les plaques de blindage dans les années 1920. Ils produisaient du blindage pour les navires, légal. Mais les techniques qu'ils ont développées étaient directement transférables au blindage terrestre. Quand Hitler a rejeté le traité de Versailles en 1933, Krupp avait déjà 15 ans d'avance en matière de technologie de blindage. Comparez cela à l'Union soviétique. L'industrie sidérurgique soviétique n'a été massivement développée qu'en 1928 avec le premier plan quinquennal. Des aciéries à Magnitogorsk, Nijni Tagil, Tcheliabinsk, une capacité énorme, mais le contrôle de la qualité, le niveau d'expertise. Aux 10 à 15 ans derrière l'Allemagne, les Soviétiques produisaient la quantité, les Allemands produisaient la qualité. En 1941, quand l'opération Barbarossa a commencé, l'écart de qualité était visible. Les chars Panzer III et 4 allemands avaient un blindage frontal de 50 mm. Les T-34 soviétiques avaient 45 mm. Mais le blindage allemand était plus trempé. Les obus allemands perçaient le blindage soviétique à 800 mètres. Les obus soviétiques avaient du mal à 600 mètres dans les batailles de chars. 200 mètres décident souvent de la vie et de la mort. Mais les soviétiques avaient un avantage. Le blindage incliné, le blindage frontal du T-34 était incliné à 60 degrés. Épaisseur effective, 80 mm contre les impacts frontaux. Génial. Mais même cela n'était pas originalement soviétique. Les Allemands avaient déjà utilisé le blindage incliné sur des canons d'assaut, comme le Stu-G-3 Sturmgeschütze. Les concepteurs soviétiques ont adapté l'idée et l'ont appliquée à la conception des chars. L'échange technologique n'est jamais à sens unique. Les Allemands ont appris du blindage incliné soviétique. Le char Panther, introduit en 1943, avait un blindage frontal incliné à 55 degrés, directement inspiré de la conception du T-34. Mais les Allemands ont pris l'idée soviétique et l'ont combinée avec une métallurgie supérieure. Résultat, le Panther avait un blindage de 80 mm frontal, incliné, avec un alliage allemand. Épaisseur effective, plus de 140 mm, pratiquement impénétrable pour la plupart des armes alliées en 1943-1944. Le char Tigre Prüm avait une approche différente. Pas de blindage incliné.
des plaques verticales. Pourquoi? Parce que les ingénieurs allemands chez Henschel croyaient « Si votre blindage est assez bon, vous n'avez pas besoin d'inclinaison. » Un blindage Krupp de 100 mm d'épaisseur verticale était plus efficace que 70 mm incliné. Ils avaient raison. Le Tigre frontal était pratiquement invulnérable aux canons de chars soviétiques et occidentaux à n'importe quelle portée de combat. Mais voici quelque chose que beaucoup ne savent pas. Le blindage du Tigre n'était pas uniforme. Les plaques frontales étaient en acier laminé trempé. Le blindage latéral était moins trempé. Pourquoi? Gain de poids. Un Tigre pesait 57 tonnes. Si toutes les plaques étaient trempées au maximum, il aurait pesé 65 tonnes. Le moteur ne pouvait pas supporter ça. Alors, les ingénieurs allemands ont optimisé trempe maximale là où c'était nécessaire, trempe inférieure là où c'était acceptable. C'est de l'ingénierie, pas de la force brute, mais une répartition intelligente des ressources. Les ingénieurs soviétiques ont étudié cela. Le char T-44, prototype de 1944, utilisait la trempe sélective. Frontale, trempe maximale, latérale, standard. Résultat, poids de 32 tonnes au lieu de 40, plus rapide, plus maniable, mais toujours protégé là où c'était important. Directement appris du concept du Tigre allemand. Parlons maintenant des techniques de soudure. C'est crucial, mais souvent négligé. Les plaques de blindage doivent être reliées, soit par soudure, soit par rivetage. Les T-34 soviétiques des premières productions utilisaient la soudure, mais la qualité était inconstante sous le stress. Du combat, surtout par temps froid, les soudures se brisaient, les plaques de blindage se détachaient. Pas besoin de pénétration. Le char s'effondrait tout simplement. Les ingénieurs allemands de Krupp ont développé des procédés de soudure automatisés avec un contrôle précis de la température. Les soudures n'étaient pas des points faibles. Elles étaient souvent plus solides que les plaques elles-mêmes. Les chars Tigre transportés à Nijni Tagil montraient des soudures parfaites. Pas de fissures. Pas de faiblesse. Les soudeurs soviétiques ont étudié ces soudures au microscope, les ont photographiées, ont reproduit les techniques. Le docteur Alexei Smirnov, expert en soudure à Nijni Tagil, a écrit en 1944 « Les Allemands ne traitent pas la soudure comme une nécessité, mais comme une forme d'art. Chaque soudure est précise, chaque soudure est testée. Nous soudons rapidement pour atteindre les quotas de production, ils soudent lentement pour atteindre la perfection. Nous devons combiner les deux, la vitesse soviétique avec la précision allemande, et c'est ce qu'ils ont fait. La chaîne de production du T-54 à Nijni Tagil a intégré les normes de soudure allemandes. La vitesse de production a diminué de 15%, mais les défauts de qualité ont diminué de 60%. Moins de chars par semaine, mais plus de chars qui fonctionnaient réellement. C'était un échange acceptable. Parlons de balistique. Quand un obus de char frappe un blindage, des processus physiques complexes se produisent. L'obus ne perce pas comme un couteau dans du beurre. Il génère une énorme énergie cinétique. Cette énergie déforme le blindage. Là, une carapace se déforme sous l'impact du projectile. Si la carapace est suffisamment dure, le projectile se brise. Si le projectile est suffisamment dur, c'est la carapace qui cède. C'est une compétition acharnée entre deux matériaux. Lequel craquera le premier? La carapace allemande avait un avantage considérable. Elle était non seulement dure, mais aussi extrêmement résistante. Les matériaux durs ont tendance à se briser facilement. Les matériaux résistants se déforment, mais ne se rompent pas. Les métallurgistes allemands ont réussi l'exploit de combiner ces deux propriétés. C'était révolutionnaire, c'était le cœur de leur supériorité. La carapace soviétique de 1941-1942 était dure, trop dure.
Lorsque les obus soviétiques l'atteignaient, des éclats d'acier se détachèrent de la face interne. Ces éclats volaient à l'intérieur du char comme de la mitraille. Tuant les équipages, même lorsque le projectile ne perçait pas, un phénomène appelé écaillage. La carapace allemande, grâce à sa résistance, subissait moins d'écaillage. Les équipages survivaient à des impacts qui auraient été fatals aux équipages soviétiques. Ce n'était pas qu'un avantage technique, c'était aussi un avantage psychologique. Les équipages de chars allemands savaient, même si nous sommes touchés, nous avons une chance de survivre. Les équipages soviétiques savaient, chaque impact est potentiellement mortel. Qui se bat avec le plus de courage? Celui qui croit pouvoir survivre, ou celui qui se croit condamné dès le premier coup? Après Prokhorovka, lorsque les statistiques furent analysées, un schéma terrifiant apparut. Les chars soviétiques touchés mais non percés subissaient des pertes d'équipage de 40% à cause de l'écaillage. Les chars allemands, touchés de la même manière, avaient des pertes d'équipage de 8%. La technologie sauvait des vies. Pas le courage, pas la tactique, un meilleur acier. Staline comprit cela. C'était un dictateur, mais pas un imbécile. Il savait qu'on ne peut pas ordonner à l'acier de devenir meilleur. Il faut améliorer la science. Alors, l'Union soviétique investit massivement dans la recherche métallurgique entre 1943 et 1945. Pas seulement pour la carapace des chars. Pour tout, les structures des avions, les tubes d'artillerie, les plaques de blindage des navires, le choc technologique allemand fit progresser la science soviétique comme jamais auparavant. Et l'ironie, pendant que les soviétiques apprenaient, l'Allemagne perdait des ressources. Le molybdène provient principalement de certaines mines en Norvège, dans les Balkans. Lorsque ces régions furent perdues, l'Allemagne dut réduire la qualité de sa carapace. Les chars Tigre I de la fin de la guerre avaient parfois une carapace de qualité inférieure, pas à cause d'une technologie moins bonne, mais à cause d'un manque de matériaux. Des agents soviétiques en Suisse neutre achetaient du molybdène, cher mais disponible. Vers la fin de la guerre, l'Union soviétique avait un meilleur accès à des matériaux de qualité que l'Allemagne. La roue de la fortune guerrière tournait, pas grâce à l'héroïsme, mais grâce à la logistique. 1947. La guerre froide commence, les chars soviétiques T-54 sortent des chaînes de production. Les services secrets occidentaux reçoivent les premiers rapports. Les analystes de la CIA étudient les photos. Le British Intelligence analyse les rapports d'espionnage. Et la conclusion est univoque. La carapace soviétique s'est considérablement améliorée. Son niveau de qualité rivalise avec la production allemande de la fin de la guerre. Les chefs d'état-major de l'OTAN sont inquiets. En 1948, pendant le blocus de Berlin, ils calculent « Si l'Union soviétique veut prendre Berlin militairement, combien de temps cela prendra-t-il » Les estimations précédentes de 1945, basées sur les chars T-34, étaient de 10 à 14 jours. Les nouvelles estimations, basées sur les T-54, sont de 3 à 5 jours. Pourquoi? Une meilleure carapace, un meilleur armement, une technologie dérivée des Tigre I. Les généraux américains réalisent une vérité désagréable. Leurs chars M26 Pershing et M46 Patton ne peuvent pas percer frontalement la carapace des T-54 à des portées de combat normales. Le même problème que les soviétiques avaient avec les Tigre Prume en 1943, les Américains l'ont maintenant avec les T-54 en 1948. La technologie circule, la supériorité change de camp. Cela force le développement des chars occidentaux. Le char M48 Patton, développé en 1950, utilise une carapace composite. Le concept, plusieurs couches d'acier avec des duretés différentes. Cela vous rappelle quelque chose? C'est le concept du Tigre I. Adapté, amélioré, mais fondamentalement un design allemand. Le char britannique Centurion, développé en 1945, mais amélioré jusqu'en 1950, utilise une carapace inclinée multicouche, directement inspirée du Panther.
Les tankistes britanniques qui ont combattu contre les chars allemands ont tiré une leçon. Leurs ingénieurs l'ont appliquée. L'héritage technologique est rarement direct. C'est une évolution. Les Allemands ont développé une technologie de carapace supérieure entre 1940 et 1945. Les Soviétiques l'ont copiée et adaptée entre 1943 et 1950. Les Américains et les Britanniques ont appris des deux entre 1945 et 1955, et chaque génération s'est appuyée sur la précédente. Le char moderne Léopard 2, successeur de la tradition des chars allemands, utilise une carapace composite avec des inserts en céramique, une technologie inimaginable en 1945. Mais le principe, une carapace stratifiée avec différents matériaux, optimisée pour un effet protecteur maximal avec un poids minimal, c'est le principe du Tigre Print, seulement avec des matériaux des années 2020. Le char russe T-90 utilise une carapace réactive, des plaques explosives qui détruisent les obus avant qu'ils n'atteignent la carapace principale. Révolutionnaire? Techniquement, oui. Mais le concept de défense multicouche, Tigre-I, toujours Tigre-I, l'histoire du lieutenant Dimitri Lavrenko a encore un épilogue. En 1987, 2 ans avant sa mort, il fut interviewé par un historien militaire soviétique. L'interview fut déclassifiée en 1998. Lavrenko dit quelque chose de remarquable. Les gens pensent que la guerre, c'est l'héroïsme, le courage, le sacrifice. C'est vrai. Mais la guerre, c'est aussi l'acier, l'ingénierie, la science. J'ai perdu 23 camarades à Prokhorovka, non pas parce qu'ils étaient lâches, mais parce que notre acier était moins bon. Si je pouvais rencontrer les ingénieurs allemands qui ont construit les Tigre-Point, je ne sais pas si je devrais les haïr ou les respecter, peut-être les deux. Ils ont construit une arme qui a tué mes amis, mais ils nous ont aussi appris à construire de meilleurs chars, et ces meilleurs chars ont sauvé des milliers de vies soviétiques plus tard dans la guerre. C'est la complexité de la technologie dans la guerre. Il n'y a pas d'histoire simple, pas de héros ou de méchants absolus. Il y a des ingénieurs qui résolvent des problèmes, et leurs solutions survivent aux régimes qui les ont commandées. Les aciéries Krupp n'existent plus. La production de chars Henschel appartient à l'histoire, mais la carapace du Tigre-Pu vivra, dans chaque char moderne, dans chaque système de défense, pas comme une copie exacte, mais comme un héritage évolutif. Les ingénieurs allemands en 1942 ont résolu un problème. Comment rendre l'acier dur, ET, résistant à la fois? Et cette solution a changé le monde. La technologie ne respecte pas les frontières. Les bonnes idées migrent par l'espionnage, par le matériel capturé, par les ingénieurs prisonniers, ou simplement par l'inspection et la rétro-ingénierie. La carapace du Tigre-Point était trop bonne pour être ignorée, trop innovante pour ne pas être copiée, et trop efficace pour ne pas être adaptée. La prochaine fois que vous verrez un char moderne, rappelez-vous, sous sa carapace composite complexe, sous sa carapace réactive, sous toute sa technologie moderne, bat un cœur d'acier Krupp allemand. Pas littéralement, philosophiquement. Conceptuellement, le blindage du char Tigre n'était pas la fin de l'évolution, c'était seulement le commencement. Quel détail de cette épopée technique vous marque le plus? Est-ce la survie miraculeuse du lieutenant Dimitri Lavrenko? L'ordre immédiat de Staline en personne ordonnant de tout copier? L'ingénierie allemande de pointe? Ou la capacité soviétique à apprendre et à s'adapter? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Car l'histoire, ce n'est pas seulement le passé. L'histoire, c'est une conversation permanente sur la capacité humaine à innover, à apprendre et à survivre. Et si cette analyse technique, ces rapports déclassifiés, ces récits oubliés vous apportent de la valeur, alors soutenez cette chaîne, pas avec de 20 mots, mais avec un super thanks, ou simplement en partageant ces vidéos, car ces histoires risquent de disparaître de la mémoire collective. Les ingénieurs sont oubliés,
Leur travail est réduit à une simple note de bas de page, mais leurs innovations ont façonné le monde dans lequel nous vivons. Et cela mérite d'être rappelé. Cela mérite le respect, pas pour des régimes, pas pour des idéologies, mais pour le génie humain. Tout simplement, la technologie n'a pas de nationalité. Elle ne connaît que la fonctionnalité. Les chars Tigre allemands fonctionnaient de manière brillante. Alors, les soviétiques ont appris et leurs chars ont fini par fonctionner encore mieux. Et les Américains ont aussi appris et leurs chars ont évolué. Ce n'est pas une histoire sur les Allemands contre les Soviétiques contre les Américains. C'est une histoire sur la capacité humaine à apprendre, à s'adapter, à s'améliorer sans cesse. Et c'est une histoire qui ne finit jamais, car la technologie continue d'évoluer. Aujourd'hui, demain, toujours.